bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette 10e édition de BIG et bienvenue sur notre atelier dédié à l'agroalimentaire en Afrique. Je m'appelle Marie-Catherine Mollet, je travaille au sein du fonds de fonds Averroès, qui est le fonds de fonds dédié à l'Afrique de BPI France. Et on est ensemble pour les 30 prochaines minutes pour parler de l'industrie en plein essor qu'est l'agriculture et l'agroalimentaire en Afrique. Et pour ce faire, je suis accompagnée de 3 experts du sujet, Younes Adou, Thomas Bouvier et Adam Alam, qui sont tous issus de secteurs d'activité différents mais très complémentaires. Younes, tu es vice-président d'Innovix, qui est membre de l'écosystème du groupe marocain OCP, que je te laisserai présenter juste après. Et tu as la charge notamment des sujets agribusiness et développement durable. Thomas, tu es Senior Investment Director dans le fonds de fonds Averroès. Et Adama, vous êtes associé de la société Sopasen, spécialisée dans l'exportation de produits de la mer au Sénégal. Vous êtes également président du patronat sénégalais de la CNES. Alors sans plus tarder, on plonge dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'agroalimentaire en Afrique. Vaste sujet qui mérite qu'on repose certaines bases et qu'on redresse un panorama des défis actuels. Younes, aujourd'hui, quand on parle d'agriculture, d'agroalimentaire en Afrique, de quoi on parle concrètement? Quelle est la place de ce secteur sur le continent? Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Vous m'entendez bien? Parfait. Alors, donc effectivement, moi je suis vice-président d'Innovex en charge de l'agribusiness et de tout ce qui est solutions de développement durable. Alors Innovex, comme l'a dit Marie-Claire, est une entité membre de l'écosystème OCP. Et OCP est un des leaders mondiaux dans le secteur des engrais, donc notamment les engrais phosphatés. Alors au niveau d'Innovex, et pour répondre à ta question, alors en termes de panorama sur le secteur agricole en Afrique subsaharienne et en Afrique en général, on a aujourd'hui un secteur qui représente environ 15 à 18% du PIB du continent, avec des situations très disparates régionalement, mais également au niveau de chaque pays. Ça peut aller de 3 à 5% de la valeur du PIB, comme ça c'est mieux, parfait. Ça peut aller de 3 à 5% du PIB au Botswana, en Afrique du Sud, jusqu'à 50% au Tchad. Donc vraiment des situations très disparates. En termes de population active, il faut savoir que l'agriculture emploie plus de 50% de la population active, essentiellement des petits planteurs, des petits fermiers. On est à 98-99% de petits planteurs. On parle d'un continent qui a un potentiel énorme, qui a aujourd'hui plus de 60% des terres arables non encore cultivées qui se situent sur le continent africain, des ressources hydriques, des ressources minérales bien évidemment, et encore une fois donc cette population jeune qui a soif de travailler et de bien gagner sa vie. On a également un potentiel en termes de rendement de production. Aujourd'hui, quand on parle des engrais notamment, on est sur une moyenne de 10 à 15 kg à l'hectare de taux d'utilisation versus une moyenne mondiale de 150 kg à l'hectare. Donc on voit qu'il y a un potentiel énorme et ce potentiel est d'autant plus important quand on voit face à nous en fait l'enjeu de défis de sécurité alimentaire. On parle de 10 milliards de personnes d'ici 2050 et donc il va falloir être en mesure de pouvoir nourrir toute cette planète et d'où l'importance de pouvoir accompagner la structuration du secteur agricole sur le continent africain, de pouvoir adresser les challenges auxquels font face les différents acteurs locaux, que ce soit des challenges en termes d'accès à la formation, à l'éducation, au financement, d'accès à des intrants adaptés, d'accès à des marchés et à des infrastructures logistiques. Donc on parle de rendement, de sécurité alimentaire, de pouvoir nourrir toutes ces personnes d'ici 2050. Adama, vous êtes entrepreneur. Comment une société comme Sopasen ou des structures similaires s'organisent-elles concrètement? Comment adressent-elles cette question de la sécurité alimentaire? Merci beaucoup Marie et Catherine. Sopasen, effectivement, c'est une entreprise de pêche industrielle avec 19 navires de pêche et environ 1000 personnes qui travaillent là-bas, société sénégalaise. Ce que je peux dire, c'est que dans la question qui est posée au niveau de l'agroalimentaire, la pêche occupe au Sénégal et en Afrique une position extrêmement importante. Chez nous, d'abord, 75% des protéines animales que nous consommons proviennent de la mer. Et nous avons voulu aussi, dans l'organisation de l'utilisation des produits halieutiques, dire que c'est la pêche artisanale qui s'occupe de l'orientation du marché intérieur et la pêche industrielle qui
exportent pour apporter des devises au pays. Sachez que le Sénégal, c'est 450 000 tonnes de produits débarqués et les 400 000 tonnes, c'est avec la pêche artisanale. Donc c'est dire que c'est une industrie à impact direct et nous-mêmes dans nos usines, pratiquement nous utilisons des fois jusqu'à 350 femmes par jour dans les produits, dans les process de transformation du produit. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la pêche en elle-même, la pêche sauvage d'une manière générale, tend à baisser ses volumes de plus en plus au profit de l'aquaculture. Et c'est une donnée fondamentale parce que la mer ne peut pas continuer à donner du poisson comme on le pense si nous ne réduisons pas les efforts de pêche sur cette truc-là. Donc, d'où la nécessité d'aller effectivement vers le développement de l'aquaculture. L'aquaculture est une donnée fondamentale dans laquelle différentes chaînes de valeur doivent être développées, notamment au niveau de la sociologie des populations, au niveau du développement comment dirais-je, de la production d'aliments, au niveau du développement des fermes aquacoles. Et de ce point de vue-là, il y a énormément de choses à faire en Afrique parce que c'est une voie obligée si nous voulons arriver effectivement à maîtriser l'équilibre alimentaire de nos populations. Et je pense que les événements que nous avons vécus avec la Covid, la guerre en Ukraine, renseignent que l'Afrique a de plus en plus intérêt à trouver les moyens de se nourrir par sa production interne en exploitant justement toutes les chaînes de valeur qui s'offrent à elle. Et la pêche est de ce point de vue-là un élément extrêmement important. Donc on parle de données, de savoir maîtriser ces éléments. Younes, tu as parlé tout à l'heure d'accès à la technologie et de se dire qu'avec les bons outils tech, l'Afrique peut atteindre son plein potentiel en termes d'agriculture. Aujourd'hui, on a des startups, des agritech, des climate tech qui sont très actifs dans ces secteurs. Quel est leur rôle aujourd'hui et comment des structures comme BPI France, comme l'OCP qui sont reconnues mondialement peuvent les soutenir? Thomas, je crois qu'on a des choses aussi côté France où on peut soutenir ces startups-là. Merci Marie-Catherine, bonjour à tous. Alors pour répondre à la question, je vais peut-être rappeler ce que BPI France fait en France et replacer aussi le fait que la France est le premier producteur agricole en Europe et donc à ce titre c'est un secteur extrêmement important en France et BPI l'adresse au niveau de plusieurs maillons de cette chaîne de valeur avec différents produits que vous connaissez, la garantie, le financement, les fonds propres évidemment. Mais également différents dispositifs d'accompagnement. À ce titre, on peut citer notamment des accélérateurs qui existent, donc sur une phase plutôt amont, avec des accélérateurs agroécologie. On va justement se focaliser sur des intrants, des semences, de la production, des biocontrôles, etc., qui sont aussi des thématiques que l'on pourrait adresser sur le continent africain. Un autre accélérateur dit agroalimentaire qui est porté par BPI France en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances et un soutien du ministère de l'agriculture avec la DGE également, entre autres partenaires. Et donc ces différents accélérateurs sont là pour accompagner les sociétés dans leur développement, dans leur croissance avec différents chantiers qui sont du conseil, de la formation, des rencontres de filières, etc. Et par ailleurs, pour revenir sur le sujet de l'innovation, de l'AgTech aussi, BPI France est porteur d'appels à projets dans le cadre de France 2030. Et à ce titre, beaucoup de solutions innovantes sont accompagnées par nous. Donc l'année dernière, en 2023, c'est 90 projets qui ont été accompagnés pour un peu moins de 210 millions d'euros. Et donc ici, on peut citer des solutions novatrices, innovantes. Et finalement, ces différents programmes et les projets qui sont soutenus par ces programmes-là démontrent d'un engagement fort de la BPI sur son champ premier, la France déjà, un engagement fort de l'industrie agricole pour la recherche de solutions durables et innovantes. Et puisque finalement le progrès est le thème de cette édition de BIG, on peut voir ici aussi que cette industrie se transforme et le progrès vise à chercher un secteur qui est plus résilient, plus durable, mais aussi plus compétitif. Younes, un mot sur l'OCP ?
Oui, alors en fait, au niveau du groupe ECP en général et Innovex en particulier, on a des convictions très fortes sur un certain nombre de sujets. La première conviction, c'est qu'on ne peut pas accompagner ou accélérer la transition agricole du continent sans l'émergence d'un écosystème de start-up innovantes. Et j'emploie le terme de start-up innovante parce que l'innovation ne se limite pas uniquement à la partie technologie, high-tech ou low-tech. Ça peut être une nouvelle approche, un nouveau business model qui est disruptif par rapport à ce qui se faisait avant ou ce qui peut se faire dans d'autres régions. Et d'ailleurs, ça, c'est notre conviction, c'est que pour le continent africain, ça doit être des solutions pensées localement et qui sont à même de pouvoir répondre à des défis locaux. On ne peut pas venir reprendre une solution qui a marché aux États-Unis ou en Asie et la déployer en Afrique subsaharienne. On pense pas, enfin, on n'aura pas les mêmes résultats pour autant, en fait, même si ça fonctionnait bien ailleurs. Donc ça, ce sont les deux principales convictions. Et du coup, au niveau d'Innovex, aujourd'hui, on travaille sur la structuration donc, de cet écosystème-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, en Afrique, on a très peu de licornes qui sortent, très très peu, alors qu'on a, encore une fois, tout le potentiel. Et on a une jeunesse qui est extrêmement inventive, qui pense à plein de choses. Mais il faut leur donner les moyens de déployer leurs solutions, de déployer leur modèle. Et donc, ce qu'on veut faire au niveau d'Innovex, et ce que nous sommes en train de lancer au niveau d'Innovex, c'est tout un accompagnement à travers un réseau d'incubateurs, d'accélérateurs. Nous sommes également en train de réfléchir à développer notre propre incubateur et accélérateur. Et à ça, on veut également associer tout un volet financement. Parce qu'on peut venir accompagner des startups, on les aide dans leur phase de pilote. Et après, une fois que la solution fonctionne et on voit que ça prend bien, ben, il faut les aider dans leur scale-up. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de financement. Et donc, il y a différents types, il y a différents véhicules. On est en partenariat avec la Banque mondiale à travers AFC. Et donc, on peut d'abord capitaliser sur les solutions de financement apportées par AFC, mais on a également nos propres outils de VC sur différents types de financement, série A, B, C, etc. On a des mécanismes de garantie qu'on peut mettre en place pour sécuriser un marché pour ces structures-là. Donc, en fait, à travers l'écosystème OCP en général, on peut leur donner accès à des marchés, on peut leur donner accès à des intrants, à des équipements, à de la formation, on peut leur donner accès à des financements. Et donc, l'idée pour nous, c'est vraiment, on accompagne au sein de tout l'écosystème OCP, mais également les partenaires. J'ai mentionné ici, on a d'autres partenaires avec qui nous sommes en discussion extrêmement avancée. Et l'idée, c'est de pouvoir leverager sur les forces de chacun de ces partenaires pour leur donner accès à toute cette panoplie de solutions. Adama, un mot sur le numérique, le besoin du numérique peut-être? Absolument. Moi, ce que je constate chez nous et dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique, c'est qu'il y a une population extrêmement jeune en Afrique. Le cas du Sénégal, nous avons à peu près 75% de la population qui a entre 15 et 35 ans. Nous avons des terres, nous avons de l'eau, nous avons du phosphate, et pourtant nos jeunes rechignent à aller vers l'agriculture. De mon point de vue, le problème, il est tellement grave et important. Nous avons à peu près de l'importation de produits alimentaires de 1,6 milliard € d'importation de produits alimentaires. Un déficit de 1,2 million de tonnes de riz. Nous importons pratiquement pour 850 000 tonnes de blé. Nous avons un déficit de 400 000 tonnes de maïs, pour ne citer que quelques céréales. Et nous avons de la jeunesse qui est là et qui rechigne, comme je l'ai dit, à aller vers l'agriculture. Donc je pense que le numérique est une forme d'incitation extrêmement importante à développer, parce que l'agriculture de grand-père avec la charrue, les bœufs et tout ce qui s'ensuit, c'est fini. L'agriculture moderne doit pouvoir se développer et je pense qu'une des bonnes entrées, c'est justement le numérique envers des jeunes, parce que tous les jeunes sont attirés par ce numérique-là. On ne produit plus, on produit essentiellement avec des technologies de pointe. Maîtriser le goutte à goutte, maîtriser un peu les techniques d'irrigation, maîtriser un peu le stress des plantes, des végétaux. Et tout ça, le numérique peut le permettre. Donc je crois qu'il y a une chance extrêmement importante de saisir cette porte d'entrée pour que l'Afrique, en tout cas les pays d'Afrique de l'Ouest, arrivent au moins à se nourrir sans de l'importation. C'est très très important.
Et l'autre volet, c'est effectivement l'industrialisation. Parce que l'agriculture, en tant que production brute, elle ne peut pas être utilisée sans être transformée. On revient justement à cette notion de chaîne de valeur. Donc, d'où des investissements extrêmement importants pour que les produits qui sont transformés puissent être stockés d'une part. On a un besoin énorme de stockage, on a un besoin énorme de transformation de ces produits pour qu'ils soient utilisables par nos populations. Et pour financer ces investissements, on a un vrai sujet sur le continent. Je crois que le chiffre de la Banque mondiale, c'est 90 milliards de dollars sollicités par les PME africaines chaque année, dont seulement 17% sont octroyés par an, ce qui est très peu. Et donc, on développe des solutions alternatives depuis des années pour pallier ça, dont le capital investissement, qui est aujourd'hui primordial sur le continent. Donc Thomas, toi qui travailles dans le fonds de fonds Averroès, quel est le rôle, en quoi c'est primordial d'avoir du capital investissement sur le continent? Donc effectivement, nous, on gère un dispositif en fonds de fonds. Donc on vient soutenir des fonds d'investissement qui eux-mêmes investissent sur le continent africain. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans maintenant que l'on fait ça. On a investi dans à peu près 200 sociétés du continent africain. Donc on a une position généraliste. Mais parmi les 200 sociétés, depuis 20 ans, on a investi dans à peu près 35 sociétés dans le secteur de l'agrobusiness, et je reviendrai sur ce sujet de sémantique parce que derrière l'agrobusiness, il y a beaucoup de thèmes, de secteurs que l'on adresse. Les 35 sociétés, c'est à peu près 350 millions d'euros de financement. Donc c'est un thème qui est important. On voit aussi que, comme tu le disais, Marie-Catherine, il y a des déficits de financement. Donc les solutions de fonds propres, de capital investissement sont primordiales. Et face aux défis que Younes évoquait tout à l'heure aussi, je peux rappeler que 60% des terres arables dans le monde sont sur le continent africain. La productivité est relativement faible. Il y a un déficit de machinerie, de productivité, de financement. Et donc, à ce titre, les investissements que l'on peut soutenir au travers de notre dispositif viennent combler, pallier un certain manque également. Je peux vous donner quelques exemples, notamment vous citiez le secteur de l'irrigation et la micro-irrigation. Donc, c'est un secteur que l'on soutient notamment en Afrique du Nord. En Afrique subsaharienne, on a investi indirectement aussi dans des sociétés qui produisent et transforment du blé. Donc voilà, c'est quelques exemples parmi les 35 sociétés que j'évoquais tout à l'heure. Et pour replacer aussi un peu en perspective, en 2023, le marché du capital investissement en Afrique, c'est une vingtaine de sociétés qui ont été accompagnées pour à peu près 250 millions d'euros. Juste pour replacer aussi, parce que le champ lexical de l'agrobusiness est assez important, assez riche. Quand je parle d'agrobusiness, on parle aussi bien dans notre intervention de production agricole, d'intrants également, de machinerie et d'équipements qui peuvent faire défaut, donc au niveau des infrastructures qui sont un des défis qu'on évoquait tout à l'heure, l'agro-industrie, l'agri-logistique extrêmement importante, notamment en Afrique du Nord, on a pu investir dans des sociétés qui distribuent des produits agricoles. Mais ça passe également par des services financiers, puisque un certain nombre d'exploitations agricoles du continent africain doivent être financées et doivent même être assurées. Donc, c'est des produits de FinTech et d'InsurTech. Et pour finir, cette démarche de capital investissement, elle a vraiment une démarche holistique de tous les maillons de la chaîne de valeur. Et à ce titre, elle est extrêmement liée aussi au sujet du climat, et notamment aux différents ODD, les ODD notamment numéro 2, fin 0, 6 sur l'eau, assurer également des conditions de travail décentes, de meilleure production et des meilleures conditions de production et de consommation plus durables. Donc c'est un secteur que l'on adresse déjà au sein du pôle Averroès via notre dispositif en fonds de fonds, que l'on continuera d'adresser également. Et pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, on voit certaines passerelles également entre des business français et des sociétés africaines avec un certain nombre de synergies et de connexions qu'on pourrait encourager. Younes, un mot sur l'investissement chez OCP? Oui. Alors en fait, juste un petit rappel, c'est qu'en Afrique, effectivement, vous avez donné les statistiques, Marie-Catherine. Financement, en fait, il y a un gap extrêmement important. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, les banques commerciales ne prêtent pas, en fait, notamment aux PME agricoles. Elles ne prêtent pas parce qu'elles ne sont pas en mesure de fournir des produits adaptés
qui leur permet de faire face aux risques qu'elles pourraient courir en fait. Parce qu'elles ne comprennent pas forcément le risque, parce qu'elles n'ont pas forcément accès à la data. Et donc là, on revient encore une fois à l'histoire de techno, digital, etc. C'est extrêmement important et encore une fois, d'où la nécessité d'accompagner cette émergence d'écosystèmes de startups qui peuvent venir adresser ce challenge-là, notamment à travers le mobile payment, parce que ça nous permet d'avoir une traçabilité des paiements et donc une analyse du profil de risque de chaque entreprise et chaque particulier, etc. Maintenant, sur la partie investissement, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons une panoplie de véhicules d'investissement. On croit également dans la structure de fonds parce que ça permet d'avoir un reach beaucoup plus important. Ça permet de déployer de l'investissement à travers différents fonds d'investissement. Et donc, ça crée un impact supérieur. On a la plateforme qu'on a montée avec AFC qui nous permet de combiner des mécanismes de financement, on va dire un peu commerciaux, de l'equity, mais également des mécanismes de grant, des mécanismes de garantie, ce qui permet in fine de dérisquer. Tout à l'heure, tu parlais de chaîne de valeur, Thomas. Effectivement, cette notion de dérisquing des chaînes de valeur est extrêmement importante. C'est ce qui permet d'attirer davantage de financement. Donc aujourd'hui, un exemple, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de travailler sur la structuration du riz. On a lancé un stand de projet. On associe des banques commerciales locales, on associe des mécanismes de garantie avec AUC et on associe des insurtech. En fait, c'est une assurance qui propose des produits d'assurance rendement. Et le fait d'avoir cette assurance avec toute la data autour, ça conforte la banque par rapport aux risques qu'elle pourrait prendre et ça a permis de débloquer un certain nombre de financements. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de la plateforme d'Innovex et l'OCP en général. Donc un cercle vertueux où la technologie, le numérique viennent rendre l'agriculture plus durable, plus performante, rassurer les investisseurs et les banquiers. Adama, un mot peut-être? Oui, parce qu'il y a énormément de choses à dire de ce point de vue-là. D'abord, nous avons un manque de financement long dans nos pays. On ne peut pas faire de l'industrie avec des maturations de 5-7 ans. C'est ce que les banques commerciales offrent. C'est valable pour l'industrie, c'est valable pour l'agriculture. Donc je crois qu'un dispositif de financement sur long terme, à long terme est nécessaire. Il faudrait aussi que l'on comprenne que si vous prenez, pour le cas du Sénégal, l'encours actuel bancaire des financements, c'est de l'ordre en CFA de 5 000 milliards. Vous avez moins de 500 milliards donnés aux PME. C'est très insuffisant, moins de 10%. Vous ne pouvez pas développer un pays sans un tissu de PME solide. Vous ne pouvez pas développer aussi un pays sans de l'innovation. Donc il faudrait que les financements soient orientés vers le secteur productif. On a vécu pendant longtemps sur de l'aide. L'aide a ses limites. Il faudrait que les nouveaux rapports qui seront construits soient des rapports gagnant-gagnant. Il n'est pas pour nous dans l'idée d'exclure tel pays ou un autre au profit d'un autre. Il suffit de comprendre que nous sommes dans la même barque et il faut que le gagnant-gagnant soit la philosophie de tout le monde. Donc nous voulons de l'innovation, nous voulons des financements. Les jeunes doivent aussi comprendre que le financement, c'est le dernier maillon de la chaîne. On commence par dire « Ah non, je cherche de l'argent ». Non, cherchez d'abord un modèle de projet. Cherchez d'abord quelque chose qui est bancable. De l'argent, il y en a partout. Mais c'est de bons projets qu'il faut pour essayer de trouver auprès d'institutions de financement des choses qui sont en mesure de mobiliser justement ce type de moyens dont l'Afrique a grandement besoin pour pouvoir se nourrir et être indépendant. Les jeunes que nous avons actuellement, qui ne restent plus dans nos pays avec l'immigration clandestine, il faut que l'on essaie ensemble de trouver des solutions. Sinon, l'avenir sera très difficile à gérer pour tout le monde. On a 5 minutes pour des questions, si quelqu'un veut se lancer. Bonjour tout le monde. Ma question s'adresse à Adama en particulier. Bonjour. Alors, moi j'ai fait mes études d'agronomie en France. Je suis sénégalaise et je prévois de rentrer bientôt. Vous dites qu'on vient avec... Il ne faut pas qu'on cherche l'argent parce que l'argent, il y en a. Moi j'ai un projet qui est très très bien dans l'aquaculture justement.
dans une zone qui n'est pas forcément... où on n'a pas beaucoup de poissons, donc à Kaolack où il n'y a pas la mer. Et justement, c'était très très difficile pour moi en 2021 avec mon projet qui était très solide de trouver un financement, même dans les banques, même dans les structures, peu importe. Et du coup, comme pour un jeune comme moi, comment on doit faire aujourd'hui pour toquer aux bonnes portes? Merci. Donc, rapidement, vous avez d'abord au niveau étatique des structures d'accompagnement. Vous avez l'ADER, développement de l'entrepreneuriat rapide. Vous avez le Fonds 6 qui peut prendre des prises de participation dans des projets. Vous avez le Fonds GIP. Vous avez des garanties qui peuvent être offertes par le système de financement. Vous avez aussi au Sénégal d'autres types d'accompagnement que nous offrons nous en tant que patronat. Nous avons créé récemment CNES Junior. C'est dire que les jeunes qui viennent, qui ont certes une bonne formation, mais qui ont des difficultés à être encadrés, peuvent trouver une sorte de tutoring pour vous orienter vers les sources de financement. Mais j'insiste encore, il faut que les projets qui recherchent des financements soient des projets bancables. C'est ça. Les gens ne donnent pas de l'argent pour donner de l'argent. Ils donnent de l'argent parce qu'il y a une rentabilité avec des projets qui sont au maximum dérisqués. C'est cela que nous voulons dire aux jeunes. Faites des projets qui ont un impact et qui minimisent les risques. Si je peux donner un conseil, c'est celui-là qu'il faut. Mais trouver un financement sur un bon projet, des fois c'est difficile, mais à terme, on finira par trouver un financement. Oui, j'ai une question sur le type de projet à financer aujourd'hui ou les priorités. Quand on regarde le développement, si vous voulez, dans un certain nombre de pays de l'agriculture, on voit que le développement des infrastructures, notamment de distribution, a été un facteur clé pour que puisse se développer une industrie. S'il n'y a pas l'infrastructure de distribution, à quoi ça sert d'aller fabriquer des produits, transformer les matières premières si vous ne savez pas, si vous ne pouvez pas toucher votre marché? Donc les bailleurs de fonds que vous êtes, est-ce qu'il n'y a pas, si vous voulez, là aussi des projets à financer qui consisteraient à aider par exemple les pays africains à structurer leur distribution pour rendre possible les projets dont vous parlez, monsieur? Vous voyez? Et donc peut-être des gens comme OCP, des gens comme BPI, vous avez un rôle à jouer là-dedans. Alors en fait, ouais. Alors nous ne sommes pas un bailleur de fonds, pour information, mais justement, on essaie de jouer un rôle dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on s'associe avec des bailleurs de fonds, et pour reprendre ce que disait Monsieur Lam, en fait, on essaie de travailler sur des structures, sur des chaînes de valeur, on les structure pour les rendre intéressantes pour ces bailleurs de fonds, pour qu'ils puissent investir, notamment sur les infrastructures logistiques. Si on prend par exemple l'exemple de l'Inde, ils ont permis d'accélérer leur évolution verte parce que justement ils ont investi sur tout un réseau d'infrastructures de stockage sec, et ensuite après, enfin, en tout cas ils ont lancé tout le développement de cette infrastructure logistique, ce qui n'est pas encore le cas en Afrique subsaharienne, du moins dans un certain nombre de pays. Et donc l'idée pour nous, c'est de venir, de leur dire, écoutez, on est en train de travailler, prenons un pays, on se concentre sur ce pays-là, on travaille sur différentes chaînes de valeur, on vous démontre qu'on a des mécanismes pour dérisquer ces chaînes de valeur-là, et à ce moment-là, venez et mettez l'argent pour investir sur des infras beaucoup plus costauds. Et du coup, c'est des discussions qu'on engage avec la Banque mondiale, avec la BAD, c'est eux qui investissent sur ce type d'infrastructure-là. Mais c'est le cas, on le fait nous aujourd'hui. Juste pour compléter, nous on ne le fait pas directement, donc à nouveau on investit au travers d'un fonds de fonds et on n'est jamais exposé derrière sur des infrastructures de très long terme, sur 15 ans, 20 ans, etc. En revanche, on investit aussi sur cette chaîne de valeur que tu évoquais, Younes, en investissant dans des sociétés dans de la logistique. On a des sociétés qui font du stockage, de l'entreposage, etc. Donc, et c'est quelque chose que l'on fait et qu'on continuera à faire. Mais sur des routes, des ponts, etc., non, on ne le fait pas aujourd'hui. Et c'est effectivement d'autres acteurs qui le font. Oui, ma question s'adresse... Alors, bonjour déjà, je m'appelle Rodney. Donc, je voudrais poser une question justement à Monsieur Lam. Donc,
Voilà, j'ai terminé mes études d'école de commerce ici en France. Et du coup, je voudrais rentrer au Cameroun pour créer une usine, pour construire une usine de transformation de manioc en farine panifiable. Et j'ai monté un business plan. Et là, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur le terrain. Il y a de gros problèmes au niveau des infrastructures, au niveau des routes, au niveau de l'accessibilité, de l'accès à l'électricité. Et donc, moi, je voudrais vous demander quels sont les conseils que vous pourriez donner justement à un entrepreneur, à un jeune entrepreneur qui voudrait aller en Afrique se lancer. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens disent oui, il faut essayer, il faut se lancer. C'est pas très compliqué de trouver les financements. Si le projet est bancable, ça va le faire. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas assez souvent des réalités qui ne sont pas les mêmes sur place, que ce soit même sur le plan politique avec les autorités locales qui ne sont pas toujours, comment dirais-je, qui ne donnent pas toujours les facilités ou qui accompagnent pas toujours suffisamment les entrepreneurs venant de l'extérieur pour justement créer de la valeur. Donc je voudrais vous demander quels sont les conseils que vous pourriez donner à un entrepreneur qui décide d'aller en Afrique faire de l'industrie agroalimentaire, et comment est-ce que cet entrepreneur-là pourrait faire pour contourner ou du moins pour faire face à ces difficultés sur le terrain. Voilà, c'est ça ma question. Et enfin, ah oui, voilà, je voulais chuter en vous demandant, vous dites qu'il faut avoir des projets bancables. Et vous avez ensuite parlé de projets rentables. Je voudrais vous demander, alors, un projet bancable, c'est un projet qui est juste, comment dirais-je, qui est juste rentable, ou alors c'est un projet qui peut aussi avoir finalement une portée sociale, qui peut contribuer finalement au développement du pays, de l'environnement dans lequel le projet est développé. Voilà, donc c'est aussi ma question. Bon, merci. Je pense qu'il il nous reste pas beaucoup de temps. Ce que je veux dire, c'est que ce que je constate en tant que responsable d'une centrale patronale, c'est que les Africains, d'une manière générale, ne savent pas s'associer. Il y a ce qu'on appelle en droit de l'affectio societatis qui fait déficit chez nous. Nous avons beaucoup de de micro-entreprises avec quelqu'un qui se proclame PDG et il n'y a rien derrière. Apprenons d'abord à nous regrouper, c'est l'union qui fait la force. Donc il y a beaucoup de projets qui sont intéressants, mais il manque de la générosité de partage. Cela est extrêmement important. Pour revenir aussi au conseil que je pourrais donner par rapport à l'environnement institutionnel des pays africains, c'est que ce qui domine en Afrique, je ne veux pas parler de politique, mais justement, la politique a pris le pas sur l'économie. Les dirigeants ne s'occupent pas des entreprises comme cela devrait se faire. Et tant que cela ne changera pas, on ne pourra pas avancer de manière significative. Je suis désolé, mais c'est aux Africains de bâtir leur pays. Les autres, ils peuvent venir en appoint, mais la base doit être l'Africain qui s'investit dans le pays. La base doit être quelqu'un qui raisonne à long terme. Nous sommes très court-termistes. On ne peut pas faire de l'industrie en investissant aujourd'hui, en récoltant demain. Ce n'est pas possible. Il faut de la patience. Il faut justement vivre avec les moyens qu'on a. Nous vivons généralement beaucoup en Afrique, au niveau des jeunes, au-dessus de nos moyens. Ça ne peut pas continuer. Je dirais même, on vit au-dessus des moyens de ceux qui sont censés nous aider. Ce n'est pas possible. Il faut que l'on recentre nos activités sur nous-mêmes par rapport à ce que nous avons. L'Afrique est un continent parmi les continents les plus riches où on retrouve le plus de pauvreté. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui combat la pauvreté. Moi, je suis quelqu'un qui veut créer de la richesse. Je crois que la démarche, elle est différente. Et c'est là qui est important. Le jeune qui vient pour s'investir doit chercher à créer de la richesse, mais une richesse partagée. Donc, votre dernière question,
C'était, je crois, sur... si vous voulez, si vous pouvez la rappeler un peu. Ma deuxième question, c'était par rapport au projet bancable. Vous disiez que c'est un projet qui doit être rentable et moi je voulais savoir si... Oui, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on se leurre. Les banques, c'est des entreprises. Elles doivent gagner de l'argent. Une entreprise qui ne gagne pas de l'argent, elle va fermer. Donc, mais cela n'exclut pas de faire une entreprise avec un impact social réel. Les investissements à impact dont on parle, c'est cela. C'est justement qu'il y ait le maximum de ruissellement dans l'économie du pays. Une croissance, elle sert à ça. Il faut qu'elle puisse bénéficier au maximum de personnes. Mais les deux ne sont pas incompatibles. On peut faire quand même des projets pour rembourser ces dettes. Un financement doit être remboursé. Les banques, ils ne vous donneront pas de l'argent s'ils n'ont pas... On ne peut pas être sûr à 100%, mais le maximum de réussite du projet est fondamental pour pouvoir mobiliser des fonds. Alors, je sais qu'il y a d'autres questions, mais il faut absolument qu'on laisse la place au prochain atelier. Merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages. Je vous invite à poser toute autre question que vous auriez à nos intervenants sur les côtés. Merci beaucoup.